Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h, le sommaire. Le Togo et le Bénin renforcent le lien de coopération. Les deux pays ont procédé à la signature d'un accord de coopération portant sur la recherche scientifique. Le scoutisme béninois, histoire et parcours, c'est le titre de l'ouvrage lancé par Jean-Paul Ibinkoulé. Le document retrace l'histoire de ce mouvement de jeunes au Bénin. En page culture, on va parler de ce projet de réhabilitation du fort portugais de Ouida. Ce projet est entré dans sa phase active. Bienvenue, bonjour. Le Togo et le Bénin ont procédé le 12 mars dernier à la signature d'un accord de coopération portant sur la recherche scientifique et l'innovation technologique à Cotonou. Les deux ministres sectoriels ont paraphé cet instrument juridique qui vient renforcer les liens de coopération entre les deux pays dans ces domaines d'intérêt commun. Nicanor Kovi, Jules Akoikou. Le Bénin révélé de Patrice Talon et la marche vers le développement de Denis Sassou Nguesso. Deux visions différentes de la gestion d'État qui trouvent convergence dans cette signature d'accord portant sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. Pour le Bénin et le Congo, c'est là un instrument juridique qui vient consolider les liens de coopération entre ces deux pays dans des domaines d'intérêt partagés. Cet accord permettra l'échange de matériel scientifique, minéral, végétal ou animal conservé ou vivant. L'organisation conjointe de séminaires et de colloques. L'organisation de manière générale de tout autre type de collaboration qui pourrait se révéler utile à la réalisation de ces objectifs. L'accord de coopération est conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction. Pour la partie béninoise, sa mise en œuvre va intervenir au bénéfice des économies et des peuples béninois et congolais. Quand on sait l'importance du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans l'acquisition du savoir, clé de voûte de développement de tout pays, l'on ne peut que se réjouir légitimement du pas qui vient d'être posé dans le bon sens pour un avenir prospère. La signature de cet accord de coopération a été précédée par celle d'un protocole de partenariat paraphé par les directeurs de l'Institut géographique du Bénin et le Centre de recherche géographique et de production cartographique du Congo. En ce qui concerne l'IGN Bénin et le CERGEC, nous sommes rassemblés par un exemple de coopération sud-sud comme on le souhaite. Et je voudrais que ce genre de coopération se multiplie. C'est ma joie, c'est mon plaisir, c'est ma satisfaction de le dire et je souhaite vraiment que très vite entre IGN Bénin et le CERGEC du Congo, cette coopération donne beaucoup de fruits. Intervenant dans un cadre de coopération sud-sud, cet accord de coopération entre le Bénin et le Congo est désormais porteur de nombreux espoirs. Entre autres, fournir des outils scientifiquement conçus et adaptés en vue du relèvement du niveau de vie des deux peuples. La société civile contrôle l'action judiciaire. Comme à son habitude, elle est allée à la rencontre des magistrats. Cette fois, les échanges tournent autour de la justice administrative, une justice très peu connue jusque-là. Regardez. La société civile devant les magistrats de la Cour d'appel de Cotonou, ce n'est pas un procès, mais un échange à bâton rompu. La société civile évoque le nombre de dossiers en attente dans les tiroirs de la justice administrative. Elle parle de retard dans la procédure, mais aussi de coûts élevés de certaines formalités. La Cour clarifie. Pour l'accessibilité économique à la justice administrative, à ce niveau, on n'invente rien. Les différents frais qu'on paye pour l'accès à la justice dans notre pays sont fixés par décret.
dans une juridiction, on ne peut pas vous imposer d'autres frais que ceux qui sont réglementés. Cet exercice, la société civile en a fait un devoir. Elle contrôle régulièrement les actions menées dans le secteur de la justice et évalue le degré de satisfaction des justiciables. Ici, les deux parties s'accordent sur un même point. Les justiciables présumés, des gens qui ont des cas de justice administrative, ne comprennent pas toujours les procédures. C'est une procédure particulière, une procédure bien structurée, une procédure qui permet dans des délais requis de résoudre les contentieux entre les personnes ordinaires ou aussi des personnes morales avec l'administration. L'impression que nous avons, les gens ne connaissent pas cette justice. L'exercice permet de mettre le doigt sur un problème fondamental, l'accès à la bonne information judiciaire. Société civile et magistrats en font désormais une préoccupation. Les ONG qui sont venus vers nous sont là pour faire ce travail de sensibilisation des populations. Et je pense qu'aujourd'hui, tel que les différentes ONG, les membres de la société civile ont pris à bras le corps le problème, je pense que s'ils pouvaient continuer comme ça, les populations sauront ce que c'est que la justice administrative et les différentes procédures qu'on peut engager devant les juridictions administratives et s'imprégner des délais de procédure surtout. Cette démarche de la société civile participe des mécanismes d'aide à la bonne gouvernance. Elle entre dans le cadre du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance, un projet soutenu par la Banque mondiale. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée des droits des consommateurs. Une consommation durable, c'est le thème choisi par les Nations Unies. Que peut-on retenir du thème et pourquoi parle-t-on de consommation durable de nos jours? Ernest Gbagidi, président de l'Association de défense des droits des consommateurs, nous édifie. Ce thème a été retenu par CIAI, qui est la Fédération mondiale des organisations de consommateurs dont je suis membre. Et ce thème est en lien avec l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Puisque au niveau des Nations Unies, les organisations de consommateurs, par le canal de cette fêtière mondiale, arrivent à reverser les attentes des populations. Alors, dans ce thème, ce qui est fondamental, c'est d'amener les consommateurs à pouvoir opérer des choix éclairés en termes de consommation, de pouvoir choisir des produits durables qui seront utiles pour la génération d'aujourd'hui et la génération future. Aujourd'hui, les produits que nous achetons ne sont pas de longue durée. Ces produits sont rapidement obsolètes et sont appelés à la destruction, sont hors d'usage. Et la conséquence de cette situation est que le consommateur sera obligé de sortir beaucoup plus d'argent parce que le produit ne reste pas longtemps. Nous irons produire dans la nature et la pollution de l'environnement ne nous garantit pas une alimentation sécurisée. Donc c'est un cycle infernal. Alors il faut comprendre que ce consommateur a un rôle très important à jouer depuis la production jusqu'à la consommation. Son choix est très déterminant. Et c'est pourquoi nous voulons utiliser cette journée pour sensibiliser les consommateurs de la nécessité de pousser ces producteurs, ces industriels à nous proposer des produits sûrs, des produits durables. Vous venez d'entendre Ernest Gbagidi, président de l'Association de défense des droits des consommateurs. Il était au micro de Hassel Dancy et Pétronille Lokossou. Le scoutisme béninois, histoire et parcours, c'est le titre de l'ouvrage lancé par Jean-Paul Ibikoulé. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un document qui renseigne sur l'évolution au Bénin de ce mouvement de jeunes. Le reportage de Alessi Kenom et Estelle Dopono.
20 longues années de camps et d'aventures scouts en tout genre. Une riche expérience que Jean-Paul Ibikunle a jugé utile de partager avec le grand public en général et avec les scouts béninois en particulier. Il consigne alors par écrit la longue marche du scoutisme. L'initiative de ce livre est d'ailleurs la résultante de plusieurs raisons. J'ai constaté que c'était difficile lorsque nous sommes appelés à encadrer des stages de formation, de parler de l'histoire du scoutisme béninois au Bénin. Et quand vous prenez 3 à 4 formateurs, c'est qu'ils racontent des histoires différentes. C'est que le contenu des modules n'est pas uniformisé. Donc dans un premier temps, il fallait répondre à ce besoin. Deuxièmement, nous avons fouillé, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de document véritablement qui pourrait servir de guide à écrire l'histoire, à raconter l'histoire de l'association. Ça, c'est la seconde motivation. La troisième motivation, c'est que nous, personnellement, en tant que cadre au niveau de l'association, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour contribuer quand même à la connaissance de notre association. Le scoutisme béninois, histoire et parcours est préfacé par le ministre Oswald Omeki. Écrit sur 130 pages, ce livre est subdivisé en 3 parties, à compter par les fondamentaux du mouvement de Robert Baden-Powell. La première partie parle des origines du scoutisme au Bénin. Et ça parle de l'action des missionnaires catholiques, les protestants. Ça parle également des laïcs. Nous avons une seconde partie qui parle un peu de la période de 1990 à 2000, qui a été marquée par le départ des scouts catholiques du scoutisme béninois, avec la crise que cela a engendré, les tentatives de dénouement, etc. La troisième partie, c'est la période de 2009 à nos jours, qu'on a appelé la partie de l'ère de la modernité du scoutisme, où l'association s'est conformée aux nouvelles normes internationales. J'ai reçu cet ouvrage comme le livre sacré du scoutisme au Bénin. Parce qu'au-delà d'un livre d'histoire, c'est un livre qui raconte l'histoire et qui sert de bréviaire à tous les scouts présents et à venir. Le lancement de cet ouvrage, un 13 mars, journée d'ailleurs consacrée au scoutisme africain, a connu la présence de plusieurs personnalités impliquées dans ce mouvement au Bénin. L'auteur Jean-Paul Ibikunle est titulaire de master en journalisme. Formateur scout avec 3 bûchettes, il veut faire de son ouvrage la Bible de tous les scouts béninois. La journée internationale des droits de la femme, on en parlera tout au long de ce mois de mars au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette journée a été une occasion d'échange et de réflexion sur les conditions de travail des femmes. Oseni Adeleke, Françoise Insou. Ensemble, amplifions les stratégies de promotion de l'égalité et de l'équité genre au Bénin. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme au Bénin. Une occasion pour les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de s'exprimer sur leur réalité professionnelle et de mieux penser les stratégies à mettre en place pour combler leurs aspirations. Ça n'a pas été facile. Ça a été palpitant comme expérience et vous constatez avec nous donc le résultat de tout ce qu'on a mené comme réflexion, comme activité depuis le lundi passé, le lundi 9 plus précisément, où les femmes ont pris le commandement en dirigeant de main de maître, j'allais dire, la cérémonie des couleurs le lundi et de toute la kyrielle d'activités que nous avions prévues le long du mois de mars pour célébrer la femme, reconnaître la dignité de la femme, reconnaître la compétence égale, la valeur qu'est celui de la femme et pouvoir l'honorer dignement. Pour la ministre, en matière de lutte contre les inégalités observées dans le sous-secteur de son ministère relative au genre, d'importants efforts sont faits pour donner aux apprenants, filles comme garçons, un accès équitable et inclusif à l'éducation. C'est donc pour moi un plaisir immense de prendre part avec vous pour cette première fois et toute joyeuse que je suis, en tant que premier responsable de ce département ministériel, à la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous invite tous et toutes à croire que de ma position, je jouerai mon rôle. Et je voudrais réaffirmer à toutes ma détermination
et celle du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a œuvré en vue de la promotion d'une société plus juste, équitable en matière de jouissance des droits. Par ailleurs, au cours de cette cérémonie a été installé le bureau de l'amicale des femmes de ce département ministériel. Éléonore Ladekanyaï a invité toutes les femmes du Bénin et de son ministère en particulier à chercher, à poursuivre et à acquérir toutes les compétences qui les rendront incontournables dans leur milieu tant familial que professionnel. Journée internationale des droits de la femme, les femmes leaders de l'Union progressiste de Ouida sensibilisent leurs sœurs. Elles ont discuté des projets du gouvernement qui visent à promouvoir la femme. Femmes, politique et développement, c'est le thème de la célébration dans l'hôtel de ville de Ouida de la Journée internationale des droits des femmes. L'Agence du cadre de vie et du développement durable les a sensibilisés sur plusieurs thématiques. Les marchés, la salubrité, le fort portugais et autres. Nous avons vraiment fait d'une pierre plusieurs coups. Ça a été également un petit peu de la sensibilisation et je crois que je salue l'initiative de Madame la maire et des femmes de Ouida, les anciennes qui sont là. En tout cas, je trouve que ça a été une très belle fête. Et je voudrais encore remercier toute l'équipe municipale pour nous avoir associés à ça. La première citoyenne de la cité Passé s'est beaucoup réjouie de l'issue des discussions conduites par Madame Dayon. Il me fallait ça. Et je ne peux pas vous dire, j'ai gagné quelque chose. Elle n'avait peut-être pas perçu les problèmes de balayage. Elle a accepté de nous accompagner. Parce que les femmes ont l'impression qu'on leur a arraché. Vous avez vu ce qu'elles ont dit? Ah, vous avez tué Ouida. Mais elle a accepté de nous accompagner afin que les rues non couvertes, les rues non pavées soient prises en charge. Qu'est-ce qu'on demande? Quelqu'un meurt, un maire comme moi pourrait demander. Je crois que c'est un gros effort. Nous allons essayer de leur payer les petits per diem qu'on leur paye. Mais le matériel, ça va beaucoup nous soulager. Vraiment. Merci beaucoup. Les organisatrices estiment que les objectifs ont été atteints. Elles étaient tellement heureuses, elles ont eu le temps de se vider et de dire ce dont elles ont besoin désormais. Et par rapport au PAG, vous savez qu'avec Madame Dayon, il y a eu tellement d'explications par rapport par rapport au balayage, les déchets et autres. Donc je crois que globalement, je suis satisfaite et je suis sûre qu'elles sont satisfaites aussi. Ce qu'on faisait, on ne connaissait pas l'importance de ce que nous étions en train de faire. Mais aujourd'hui, maintenant, là, ce que nous sommes, ils nous ont parlé et puis on a compris ce que nous sommes et ce qu'on doit faire. Et en plus, notre marché à Kpaou, ce que le président nous a amené par le biais de notre maman, Madame le maire, vraiment, nous ne savons pas comment on va le remercier. Ces femmes ont également reçu plusieurs informations relatives au programme d'action du gouvernement dans leur environnement. Et à Porto Novo, on a également célébré la Journée internationale des droits de la femme. Adijatou Matisse, leader du bloc républicain, a informé les femmes du 2e arrondissement de la ville des dispositions prises par le gouvernement pour leur épanouissement. Jérôme Rongbo, Benol Djogbe. Adijatou Matisse, aux couleurs du bloc républicain, vient mettre les femmes du 2e arrondissement de Porto Novo au même niveau d'information. En effet, depuis 2016, les indicateurs sont ouverts. Notre pays ne figure plus sur la liste des 25 pays les plus pauvres du monde. Le dernier rapport sur l'indice de développement humain l'atteste. Cette performance économique qui prend en compte l'espérance de vie à la naissance, l'évolution du produit intérieur brut et le niveau d'éducation augure de bonnes perspectives pour une budgétisation sensible à la gente féminine. La célébration de la journée des droits de la gente féminine est venue à juste titre pour donner l'occasion aux femmes du 2e arrondissement d'Adiaché de remettre les pendules à l'heure. Plus jamais de violence aux femmes et aux filles. Oui à l'autonomisation et à l'engagement des femmes du 2e arrondissement et bien d'autres défis s'invitent aux actions de Patrice Talon.
Ainsi, le programme d'appui à l'autonomisation économique des femmes et la promotion du genre est en cours dans tout le Bénin, sans oublier la plateforme 50 millions de femmes ont la parole. Et pour ce faire, il faut briser les clichés sociologiques, reconnaître le rôle et la place de l'homme dans la plus petite cellule sociale et œuvrer réellement à peser de plus de 50% de la population au processus économique national. Reconnaissant les efforts du gouvernement de la rupture, je voudrais vous prier de bien vouloir rendre un vibrant hommage au président Patrice Talon pour toutes ses actions en vue de la valorisation, de la promotion de la femme et surtout pour l'embellissement et la réhabilitation de la ville de Porto Novo. Du haut de cette tribune, je vous exhorte à saisir toutes les initiatives gouvernementales et autres qui participeront à votre autonomisation sur tous les plans. Ceci pour votre contribution aux actions de développement de notre arrondissement commun, le 2e arrondissement de Porto Novo et de toute la ville capitale. C'est un combat que nous gagnerons avec la forte volonté des hommes engagés à nos côtés, que je salue encore au passage. Les femmes du 2e arrondissement de Porto Novo ont reçu une belle part de vérité au détour d'une communication donnée par le chef du 2e arrondissement de la ville capitale. J'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la cellule familiale. C'est la femme qui met au monde, c'est la femme qui éduque. Et pourtant, les 52%, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la vie communautaire soit meilleure? Pour que ça ne soit pas seulement l'affaire des hommes. Donc les femmes, en sortant de cette manifestation, sont désormais au courant qu'elles doivent s'adonner à la chose, à la gestion de la cité. Elle nous prouve aujourd'hui, en venant ici, devant les femmes du 2e arrondissement, qu'elle ne peut pas lâcher les femmes de Porto Novo. Elle a toujours fait, chaque année, la fête à son niveau, au niveau de la commune. Mais cette année, elle a décidé de faire ça par arrondissement. Je crois que si elles sont contentes, si elles sont épanouies, c'est tout le pays qui est dans le bonheur. À ces rares occasions, la républicaine partage des moments de joie avec ses filles et ses sœurs. Et on s'intéresse maintenant à ce projet de réhabilitation du fort portugais de Ouida. Le projet est entré dans sa phase active. L'infrastructure sera totalement rénovée. Les travaux entrent dans un programme plus vaste de construction de 2 circuits touristiques qui vont raconter l'histoire de l'esclavage des anciens royaumes du sud Bénin. Ghislain Koguet et Françoise Nissou sont allés sur le terrain. Voici leur constat. Ils ont effectivement démarré les travaux de réhabilitation du fort portugais de Ouida. C'est un projet de réfection et de modernisation de ce vestige de l'histoire esclavagiste des royaumes qui constitue l'actuel Bénin. On est dans la phase 1, la première phase du projet qui va connaître le rehaussement du mur de clôture, la rénovation des bâtiments existants, de nouveaux bâtiments à l'intérieur. Par rapport à la modernisation intérieure comme extérieure, à tout ce qui concerne les lots techniques, la menuiserie et tout ça, le maître d'œuvre a beaucoup fait que l'architecture du musée sera conservée. Le volet paysager va prendre en compte pas mal de trucs à l'extérieur, comme du côté des gazons, des verdets, des pavages. Ceux qui sont dans l'emprise des travaux ont été écoutés et associés. Le processus de dédommagement est lancé. En attendant la fin des travaux, les commerçants autour et à l'intérieur du fort seront relogés. Les hangars sont déjà en construction. Ils ne nous ont pas trompés. Ils ont tenu parole. Ils nous ont dit aujourd'hui que les travaux ont démarré effectivement et que nous serons dédommagés. Le projet de réhabilitation du fort portugais de Ouida découle de la volonté de Patrice Talon de faire du tourisme un pilier de l'économie du pays. Le chef de l'État et le gouvernement ont fait du tourisme une priorité nationale comme un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. Nous avons fait l'inventaire de la destination Bénin et nous avons vu que nous avons une très grande richesse. Nous avons donc priorisé un certain nombre de projets du nord au sud. Et dans ces projets prioritaires, il y en a un qui sort vraiment du lot, c'est Ouida. Quel est le potentiel touristique à Ouida?
Qu'est-ce qui peut ramener, créer de l'emploi et de la richesse à Ouida? Plusieurs choses. Le balnéaire, l'historique, le mémoriel. Voilà pourquoi, à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et développement du tourisme, nous avons eu comme priorité de développer Ouida. Et quels sont les produits phares de Ouida? Quand on entre dans Ouida par Vacero, on tombe sur le fort portugais. C'est donc la porte d'entrée. Ce fort, il est dans ce qu'on va appeler le tourisme historique et mémoriel. L'histoire et la mémoire de l'esclavage. C'est le projet de compétitivité tourisme transfrontalier financé par la Banque mondiale qui prend en charge la rénovation du fort. Les travaux sont conçus avec le souci de conserver l'originalité architecturale des bâtisses, que ce soit les tourelles, la caserne, la chapelle ou l'esclaverie. Les toits de tuiles afro-brésiliens seront conservés également. Ainsi, à la fin des travaux, le touriste en passant de la devanture à la cour intérieure passera du 21e siècle au 17e. Les murailles sont en terre, donc on ne va pas remplacer ça par du béton. On va essayer de garder ça à l'original. Donc on va commander des terres de rouge. On va reprendre la muraille qui est là depuis plusieurs siècles. Donc elle a subi les intempéries. Donc c'est restauration de toute l'enceinte extérieure. Première chose. Restauration de la maison du gouverneur. Quand vous entrez dans le fort, tout de suite à droite, vous avez la maison du gouverneur. Elle est en piteux état. Elle a subi les avanies du temps. On va la restaurer, la reprendre, mais toujours dans une notion de patrimoine. Garder l'identique pour que quand on rentre dedans, on se dise « Ah, on est au XVIIIe siècle ». La deuxième phase des travaux, c'est la création à l'endroit où se trouve aujourd'hui le théâtre de verdure d'un musée. Ce musée va s'appeler le MIM, Musée international de la mémoire de l'esclavage. Donc c'est un musée, là aussi le bâtiment sera à l'ancienne pour garder la même harmonie architecturale, mais dedans évidemment ce sera un musée tout à fait moderne avec des éclairages, une circulation, et c'est un musée qui va raconter l'esclavage du point de vue du Dahomey et du Bénin. Le fort portugais ainsi rénové fera partie d'un ensemble. Il y a un premier circuit qui est celui de la grande route de l'esclave, celle qui part d'Abomey, qui fait 150 et quelques kilomètres, qu'on peut faire à pied en 5 jours, si on veut faire du pèlerinage comme les esclaves le faisaient. Ce sera un circuit qui pourra proposer aux afrodescendants, aux gens qui veulent faire un devoir de mémoire. Il y a le deuxième circuit, qui est celui qui commence justement au fort portugais. Les touristes arrivent, les bus les descendent au fort portugais, ils visitent ce fort où les esclaves étaient parqués, comment c'était organisé, ils visitent le musée pour mieux comprendre l'histoire. En sortant ça c'est la première étape de ce deuxième circuit, ils partent de là et ils vont à la place aux enchères, qu'on appelle aujourd'hui place Tchatcha, là où, lorsque les esclaves étaient parqués dans le fort portugais et que les bateaux donc approchaient, on les sortait et on allait, comme du bétail, les mettre sur cette place, et les colons qui étaient venus choisissaient leurs esclaves, et dès qu'ils sortaient de la place aux enchères, on les emmenait juste à côté. C'est la maison d'Asunción qui est à droite de la place aux enchères. Et bien, cette maison était l'endroit où on marquait les esclaves, au fer rouge, comme du bétail. Les esclaves vont ensuite vers l'arbre de l'oubli. Là, le processus de lobotomisation et de décérébration faisait son œuvre, avec le désir de leur faire oublier d'où ils sont venus. L'étape suivante est celle de Zumboji, avant la poursuite du circuit, jusqu'à la porte du non-retour. Nous allons compléter ce circuit-là qui existe déjà. On va refaire la porte du non-retour. Ça fait partie du programme financé par la Banque mondiale de restaurer toutes ces places-là, place aux enchères, Zumboji, l'arbre de l'oubli, le mémorial, etc. Et puis, on va refaire également la porte du non-retour qui a vieilli. Le chef de l'État tient à un projet très important. Vous savez, quand vous arrivez à la porte du non-retour, vous imaginez le bateau, parce qu'il n'y a plus de bateau là. Vous imaginez comment ces gens sont partis. Là, nous allons donner aux touristes une sensation encore plus émouvante, puisque juste à côté de la porte du non-retour, à l'endroit aujourd'hui où il y a le commissariat et la maternité, nous allons faire ce qu'on appelle la marina. Et dans cette marina, qui sera un ensemble mémoriel, il y aura les jardins du souvenir, il y a quelques hôtels, des boutiques. On va faire une lagune et on va construire un bateau, grandeur nature, à taille humaine, et que les touristes finiront ce circuit en visitant le bateau, en rentrant dans la cale, en voyant comment les esclaves, depuis Abomey, en passant par le fort portugais jusqu'à la porte du non-retour, étaient parqués pour pouvoir prendre le large. Ouida aussi prendra à coup sûr le large en termes d'économie locale, de visibilité
et de prestige aux yeux du monde. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.